Dans le sac qui est à côté de moi, on retrouve pratiquement un setup entier pour aller en LAN ou se déplacer tout simplement. Avec une souris, un clavier et la pièce maîtresse, le PC en entier. Et du haut de ces 3,9 litres, on peut estimer que ce PC est ultra portable. Regardez, si on le compare un petit peu par rapport à moi, à une main ou encore une manette de Xbox, eh ben il n'est pas énormément plus grand. Mais ça ne veut pas non plus dire pour autant qu'il n'est pas du tout puissant. Donc ce genre de PC, ça peut être particulièrement intéressant pour les situations de LAN ou encore si vous êtes un gamer nomade. Et puis pouvoir porter tout son PC dans un sac, c'est quand même assez classe. Voilà. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'était de faire le plus petit PC possible en voyant un petit peu c'est quoi les difficultés et les inconvénients de ce genre de config. Comme ça, si jamais vous voulez vous en monter une, vous savez à quoi vous attendre. Une question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi aller dans de si petits formats? Au final, il y a beaucoup plus de contraintes que d'avantages et est-ce qu'un boîtier un petit peu plus grand ferait pas l'affaire? Et en faisant cette remarque, vous avez tout à fait raison. Parce que en choisissant un si petit format, ça nous bloque sous énormément de choses. On doit bien choisir ses composants parce que tout n'est pas compatible et il faut pas mettre non plus n'importe quoi parce que ça devient vite un four à l'intérieur. Et moi personnellement, j'adore travailler et imaginer sous la contrainte. Ça nous rend un peu plus créatif. Et un petit PC comme ça, où il faut beaucoup plus d'attention qu'un PC classique ATX, eh ben ça me botte bien. Et quand je vous parle de contraintes, je vous parle de choses comme si jamais votre refroidissement CPU est trop grand d'1 mm, et bien celui-ci va tout simplement être empêché de tourner par la paroi. Déjà que celui-là fait 47 mm et il est pratiquement sur la paroi, donc il faut bien faire attention à tout ça. Et une autre contrainte qu'on a qui est assez forte, c'est que les composants doivent être en adéquation forcément avec la capacité de refroidissement. Là-dedans, on va pouvoir mettre un refroidissement CPU de 47 mm au maximum, pas de water cooling, pas de choses comme ça possible là-dedans. Donc il va pas falloir prendre des CPU qui chauffent énormément. Et au niveau de la carte, on est bloqué sur un 180 mm, donc peu de refroidissement avec notamment une case qui a aucun ventilateur. Donc bon, faut bien faire attention à ça parce que si jamais vous pouvez vous retrouver avec un avion de chasse que vous ne pouvez tout simplement pas régler parce que sinon tout va frotter. Après les contraintes, c'est pas seulement au moment du montage du PC et au choix des composants, c'est aussi après quand vous allez devoir undervolter un petit peu tout ce qu'il y a dedans histoire de rester à un niveau sonore acceptable et avoir de bonnes performances. Enfin bref, monter un petit PC comme celui-là, c'est pas extrêmement difficile non plus. Il faudra faire simplement un petit peu de recherche avant, avoir un peu de dextérité dans le montage et connaître un petit peu l'undervolt et les courbes de ventilation pour avoir un niveau de performance sonore et de chauffe à peu près équilibré. Donc au final, ce qui me plaît bien dans ces petits PC, c'est qu'ils soient un peu plus exigeants de base. C'est un bon petit challenge de garder un PC silencieux dans des conditions assez extrêmes. Alors donc, qu'est-ce que j'ai pu choisir pour mettre dans ce PC? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Commençons par la pièce maîtresse, le boîtier. Il s'agit ici du K39, un boîtier que l'on trouve principalement sur AliExpress. Il est relativement simpliste, quelques planches d'aluminium peintes, des vis pour faire tenir le tout, des trous pour la ventilation et un bouton pour allumer le PC. Il n'y a strictement aucune fioriture ici et c'est ce que j'aime bien sur ce boîtier. Et par contre, vous verrez au moment du montage, c'est pas forcément l'un des plus simples et des plus agréables. C'est un boîtier qu'on pouvait retrouver aux alentours de 40 € il y a quelques mois, mais désormais il est plus aux alentours des 60. Mais ça vaut toujours globalement le coup. Le boîtier est plutôt de bonne qualité et de bonne facture. Les panneaux d'aluminium sont assez épais, la couleur est uniforme et il n'y a aucune bavure et tout s'emboîte correctement. Par contre, attention, là où ce boîtier est un petit peu spécial, c'est qu'il requiert une alimentation Flex ATX qu'on trouve pas vraiment partout chez nous. Il va falloir chercher un petit peu. Mais bon, ça on y revient tout à l'heure. Faut bien faire attention aussi aux cartes graphiques parce qu'elles sont limitées à 180 mm. Au-delà de ça, ça ne rentre absolument pas. Donc ça limite un petit peu la compatibilité de cette case avec les nouveaux GPU typiques. En ce qui concerne le refroidissement CPU, c'est 47 mm au maximum et il ne faut pas bien dépasser parce que sinon tout simplement ça ne rentre pas. Donc la compatibilité n'est vraiment pas bonne sur ce boîtier, mais bon, à 3,9 litres, on ne peut pas non plus s'attendre à des miracles. Avec le boîtier, j'ai pris un bundle qui contenait un câble d'extension PCI 3 ou 4 et pas vraiment de précision là-dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'il marche. Après, pour le reste, je ne me mettrai pas ma main à couper concernant sa qualité. Dans ce bundle, il y avait aussi le refroidissement CPU Thermaltake AXP 9047X qui va venir refroidir le 5600X qu'on va utiliser dans cette configuration. Donc pour ce bundle de 3 éléments, ça m'a coûté à peu près 100 €, ce qui est moins cher que si j'avais pris chaque élément un par un à part. Et en plus, j'ai eu un sac gratuit, celui que vous avez vu, genre juste ici. On s'en fout, mais c'est toujours quelque chose de gratuit, c'est cool. Pour aller avec ce 5600X, on a pris une carte mère mini ITX en B550 de chez ASRock. La B550M ITX AC qui me semble être un très bon compromis pour un 5600X afin d'allier une carte avec l'essentiel dans un prix plus que raisonnable à environ 120-130 €. Par contre, attention, elle n'a qu'un slot M.2, pas de port USB-C pour le boîtier, ce qui peut en gêner certains. De plus, il ne faudra pas dépasser le 5800X avec cette carte mère car les VRM sont loin d'être mauvaises, mais le tout petit refroidissement dessus ne permet pas de les refroidir correctement, surtout dans des scénarios où on a relativement peu d'airflow comme celui-là. Mais ça reste tout de même une très bonne carte mère ITX pour 120-130 € si jamais vous ne prévoyez pas d'overclock. Ce qui ne sera pas forcément mon cas dans cette vidéo et loin de là, vous le verrez tout à l'heure. Et si vous voulez une review complète de cette carte mère, je vous laisse aller voir Hardware Unbox qui a fait une vidéo à ce sujet. Un autre composant
composant qui vient d'AliExpress, c'est l'alimentation. Ce format un petit peu spécial de Flex ATX ne se trouve pas beaucoup chez nous, ou si on en a, c'est à des prix assez exorbitants, et malheureusement, je n'avais pas le choix avec cette case. On peut malheureusement pas mettre une petite alimentation et c'est fait. Donc j'ai pris le risque de prendre cette alimentation Metalfish de 500 watts modulaire, dont j'ai vu quelques threads sur Reddit et autres forums qui la recommandaient. Bien sûr, je vous invite clairement pas à acheter ce genre de produit sur AliExpress, vous mieux prendre des produits européens avec une garantie qui va avec. Mais bon, la bonne nouvelle c'est que je ne suis pas encore mort, mon appart n'a pas encore cramé, ça veut dire que ça tient à peu près la route. Je préfère quand même vous prévenir de faire très attention avec ce genre de choses, parce que c'est facile d'avoir des composants inconnus et de mauvaise qualité qui peuvent faire cramer votre carte mère ou pire, votre GPU. Et on sait à quel point un GPU est important en ce moment, surtout si vous n'avez pas 600 € minimum à sortir pour avoir une carte graphique. Et pas forcément avec de très bonnes performances. Donc si vous souhaitez acheter ce genre d'alimentation sur AliExpress, faites-le à vos risques et périls. Je ne suis pas un expert en électronique. Cette alimentation n'a pas été testée, elle a juste marché dans le cadre de mon utilisation à moi. La seule chose que j'ai modifiée sur cette alimentation, c'est le ventilateur, parce qu'il faisait tout simplement beaucoup trop de bruit. Je l'ai remplacé par un Noctua à peu près de même taille, et c'est le jour et la nuit niveau bruit, et je vous laisse le constater. Donc si jamais vous achetez ce genre d'alimentation, pensez bien à prendre un petit Noctua à côté, on ne sait jamais au cas où vous pourriez perdre vos oreilles avec l'alimentation. Pour ce qui est de la RAM et du SSD, Kingston m'ont envoyé leur nouvelle gamme Fury et autant dire qu'ils ont tapé un petit peu dans l'overkill. Pour la RAM, on a les toutes nouvelles Fury Renegade en 2 fois 8 Go qui montent jusqu'à 4600, ce qui est particulièrement intéressant pour les configs APU. Coïncidence ? Je sais pas. Mais ces RAM existent bien sûr en plusieurs configurations. Des versions 3200 ou 3600 conviendront beaucoup mieux pour ce genre de configuration. Donc n'hésitez pas à aller voir leur nouveau modèle. Ils sont équipés de RGB. Ils ont un design qui je trouve super sympa. Et en plus, leurs profils XMP sont pas mal faits. Aucun problème moi sur différents CPU, que ce soit chez Intel ou AMD. Pour ce qui est du SSD, Kingston a envoyé du très puissant avec leur SSD étant capable de pousser jusqu'à 7300 mégas en lecture et 6000 en écriture. Ce qui est tout à fait exceptionnel. Le design du SSD en plus assez sympa. La seule chose qui lui manquerait vraiment, c'est un petit heatsink pour aider à dissiper un peu la chaleur que va générer ce SSD. En tout cas, ça annonce de très belles perfs pour ceux qui ont besoin de beaucoup de débit et pour le Direct Storage API qui va sortir bientôt sur les jeux vidéo. Et enfin, le plat de résistance, la carte graphique. Pour cette génération, on ne peut pas monter plus haut en termes de carte graphique. Il n'y a simplement pas de carte à moins de 180 mm au-dessus de ces 6600 XT ou 3060. Après, c'est un mal pour un bien parce que je suis pas sûr que l'alimentation aurait vraiment supporté un GPU assez bourrin et puis le 439, il n'y aurait pas forcément eu assez de ventilation à l'intérieur pour refroidir correctement ces baies. En plus, cette carte là, c'est la seule à proposer ce format compact sur les 6600 XT d'AMD et elle sera largement suffisante pour faire tourner n'importe quel jeu récent. Après, vu la situation actuelle, cette carte risque de coûter très cher et de base déjà la 6600 XT avait pas un rapport prix-performant très ouf et là ça arrange pas son cas. Après, ce modèle-là est tout à fait convenable, il ne faut pas espérer faire de l'overclocking dessus. Je veux dire, avec un seul ventilateur et 2 heat pipes, on va pas forcément faire des miracles en refroidissement, mais vous verrez qu'on arrive à avoir des performances tout à fait décentes, à de bonnes températures, dans une situation un petit peu extrême. Mais après, si on la prend pour ce qu'elle est, un GPU compact pour des petites configs, j'étais relativement satisfait de cette carte, j'aurais aimé qu'elle Thunderbolt un petit peu mieux pour aller chercher plus de fréquences, mais après, on peut pas tout avoir non plus, malheureusement. Au total, pour une configuration comme ça, sans crise, on en aurait eu pour à peu près 1100-1200 € grand maximum. En prenant bien sûr de la RAM en 3200 ou 3600 et avec un SSD qui est un peu plus cohérent avec le reste du build qui est un petit peu budget. Parce que là quand même on a mis des choses qui sont très haut de gamme. Donc en soi c'est pas excessif, mais avec le prix des GPU actuels, on se rapproche plus de 1600-1700 €, ce qui rend la configuration tout de suite moins intéressante. Et puis comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a pas mal de contraintes d'avoir quelque chose d'aussi petit. Surtout qu'avec ce budget, on peut avoir des tours qui sont un peu plus intéressantes avec des composants qui sont mieux et qui auront de meilleures performances. Mais encore une fois, le but de ce petit PC, c'est pas d'avoir le plus de performance possible par rapport à ses composants, mais d'avoir de bonnes performances en gardant de bonnes températures et un niveau sonore assez calme. Parlons maintenant un petit peu du montage PC. Ici, il n'y a rien de bien compliqué dans ce boîtier, c'est juste qu'on va faire les choses dans un ordre qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais en soi, rien de bien différent, la seule chose qu'il faudra faire attention, c'est les câbles de l'alimentation. Pensez bien les accrocher et les router avant de fixer la plaque carte mère. Sinon, par exemple, celui du GPU ne pourra pas être routé correctement. Si vous avez par exemple un GPU qui se rapproche beaucoup des 180 000. La partie la plus complexe, c'est de remettre le panneau arrière. Vous allez devoir forcer un petit peu pour aligner les trous et pouvoir visser. Mais ça, c'est rien de très grave, c'est assez classique dans ce genre de boîtier. Le cable management sera pas très compliqué dans ce boîtier, vu que les câbles sont relativement courts, il suffira juste de les caler et
un petit zip tie à certains endroits pour bien les tenir en place. Ensuite, rebelote avec les panneaux avant et arrière, il faut forcer un petit peu et veiller à bien les mettre dans le bon sens avec les trous usinés sur le dessus. Et à partir de ce moment-là, le PC est terminé. Et rassurez-vous, une fois qu'on comprend un petit peu comment le boîtier fonctionne, c'est relativement simple à monter et à démonter. Et je vous parle d'expérience parce que je l'ai remonté et démonté plusieurs fois pour cette vidéo. Une première fois pour la vidéo, une seconde fois pour mettre la plaque arrière du refroidissement Thermaltake parce que je pensais que j'avais pas besoin de notice, mais visiblement je suis une grosse merde. Et une troisième fois pour changer de ventilateur qui faisait plus de bruit que la ligne inox sur la Passat W8. En parlant de ce dernier, c'était censé être une opération simple avec les Omni Join de Noctua. Mais je pense que j'ai pété quelque chose car impossible de faire marcher le ventilateur quand c'était branché sur l'alimentation. Mais du coup, je le contrôle maintenant depuis la carte mère et ça marche très bien. Par contre, s'il vous plaît, ne soyez pas un nileux comme moi, n'ouvrez pas votre alimentation pour aller trifouiller dedans et faire des tests alors qu'elle est branchée et que vous n'avez pas non plus de protection. L'électrocution n'est jamais loin dans ce scénario et promis, j'essaie pas de speedrun ma vie, juste que je suis con. Je peux rien. Bon, ça fait maintenant 3 jours que je vous parle, la moitié de l'audience est morte de vieillesse ou d'ennui. Et bravo pour ceux qui ont survécu. On arrive du coup à la partie intéressante, on va voir comment cette machine performe dans les jeux vidéo, mais aussi en termes de chaleur. Parce que si nos composants frotolent, eh ben ça sert à rien d'avoir fait tout ça. Et commençons d'abord par les tests thermiques, parce que évidemment c'est ce que tout le monde attend. En ce qui concerne la méthodologie, je suis resté sur quelque chose d'assez simple ici. On a fait tourner un benchmark Blender Classroom sur chacune des configurations, ainsi qu'une loop even benchmark pendant 30 minutes pour tester le GPU dans une situation assez classique. Dans le premier scénario, tout est à stock, j'ai absolument rien touché et ça nous donne les résultats suivants. Après 30 minutes sur Even, notre GPU est en train de rôtir avec ses 86 degrés de moyenne et 100 degrés en hotspots avec une fréquence relativement proche du boost max à 2450 MHz. Le ventilateur quant à lui tourne à 1800 RPM. Pour le CPU, après 9,59 minutes pour compléter le benchmark Blender, il est à 72,5 degrés avec des fréquences sur tous les cœurs de 4,2 GHz. Le ventilateur quant à lui tourne à 2500 RPM, ce qui se fait clairement entendre quand on est dans la pièce. Lorsqu'on undervolt et modifie les courbes de ventilation, on se retrouve sur quelque chose qui est un peu plus intéressant déjà. Le GPU est descendu à 78 degrés avec un hotspot à 88 degrés pour toujours 1800 RPM. C'est pas fou, mais j'ai pas pu vraiment tirer plus de ce GPU malheureusement. On passe de 1125 mW à 1056 mW, ce qui nous fait descendre aux alentours de 100 watts alors qu'on était à 120 watts avant. J'ai aussi bloqué la fréquence à 2400 MHz parce que sinon c'était pas stable, donc on va potentiellement avoir une petite perte en jeu vidéo par rapport à son boost normal qui était à 2550 MHz. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est au niveau du CPU. Je l'ai bloqué à 4,4 GHz pour 1,1 volt de tension. Et avec ça, j'espère tout de même une belle réduction des températures, ce qui n'a pas forcément été le cas parce que je suis à 72,8 degrés de moyenne, mais ça a été un choix parce que j'ai préféré baisser de 1000 RPM pratiquement la vitesse du ventilateur du refroidissement CPU plutôt que de garder des températures plus fraîches pour ne pas devenir totalement fou face au... Sur le benchmark Blender, on se retrouve du coup avec un ventilateur à 1600 RPM, 200 MHz de plus sur tous les corps, ce qui nous permet d'atteindre le score de 9 minutes et 36 secondes, ce qui est une amélioration par rapport à ce qu'on avait. 73 degrés, c'est tout à fait acceptable dans ce genre de situation, surtout qu'on a enlevé à peu près 1000 RPM, ce qui nous fait passer d'une turbine d'avion à un léger bruit de fond. Donc si vous souhaitez rester sain d'esprit, l'undervolt est fortement conseillé dans ce genre de choses. En termes de performance en jeu, j'ai relevé différents métriques sur des benchmarks de performance en 1080p. Les FPS moyens, les FPS en 1% low quand je le pouvais, la chauffe maximale du CPU et la chauffe maximale du GPU. Le but étant de comparer la version undervoltée et non undervoltée et les comparer, voir si c'est efficace ce qu'on fait et si ça sert à quelque chose. Pour commencer, j'ai testé sur Warzone en complétant chaque fois le tutoriel Battle Royale pour être sûr d'être dans les mêmes conditions avec à peu près le même enchaînement. J'ai donc pu relever les chiffres que vous pouvez voir à l'écran. Les FPS moyens et 1% prennent une petite claque tout de même, mais rien de trop excessif parce que derrière on gagne pratiquement 20 degrés sur le GPU et le CPU. Mais bon, ça fait mal quand même de perdre 20 FPS moyens. Après, on est aux alentours des 160-180 FPS. Donc si vous avez un écran 144 Hz, eh ben vous le verrez pas forcément. Un jeu un peu plus orienté e-sport et qui demande moins de ressources, Valorant. On perd dans ce cas-là pas mal de FPS moyens, mais aussi dans les 1%. C'est dommage car ça nous fait passer en dessous de la barre des 300 et des 200 en 1%. Par contre, au niveau CPU, ça fait clairement son effet, mais le GPU un peu moins car le jeu n'est pas très gourmand à faire tourner en termes de graphique. Prenons maintenant un jeu un peu plus contemplatif, Shadow of the Tomb Raider. Dans ce scénario-là, on peut voir que l'undervolt n'affecte pratiquement pas les performances, à part les 1% qui restent dans une marge d'erreur. Par contre, niveau température, CPU et GPU, on est ici beaucoup plus à l'aise. Donc l'undervolt
pour ce genre de jeu vidéo marchera particulièrement. Au final, l'Undervolt est bien rentable en termes de température. On gagne des degrés là où il faut et ça fait plaisir. Mais par contre, ça nous coûte pas mal de FPS pour tous les jeux qui sont plus orientés e-sport et un peu plus nerveux. Personnellement, la réduction de FPS ne me dérange pas tant que ça. Bien sûr, on profite pas à 100% des composants de notre PC, mais je préfère avoir ça que d'avoir une turbine littéralement qui tourne à côté de moi et que je l'entends à travers le casque. C'est un choix qui est très personnel et je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Mais pour passer sur des PC aussi compacts que ça, il faut pouvoir faire certains sacrifices. Après, il y a aussi l'option de prendre des GPU moins chers, des 6600, des 5600 XT, des 1660 Super, des 1650 Super, etc. Des choses comme ça qui vous permettront de tirer le plus de performance de votre GPU possible sans avoir à l'Undervolt. Vous pouvez bien sûr aussi passer sur des boîtiers qui sont un petit peu plus grands, type le NR200 de Cooler Master ou encore le Q58 de Lianli qui vient de sortir et qui eux permettront de refroidir très efficacement vos composants dans une taille qui est tout à fait minime. On n'est bien sûr pas sur du 3 litres, mais on est sur du moins de 20 litres et moins de 15 litres pour certains. Donc au final, après avoir passé pas mal de temps à le monter, pas mal de jours à le tester, quel est mon verdict final sur ce petit PC? Eh bien ça va peut-être vous étonner, mais moi j'adore ce petit PC, en tout cas plus que les configurations ATX classiques. Clairement, c'est une petite brique qui chauffe pas mal, c'est pas au top du top de ses performances et ça requiert pas mal de configurations pour arriver à quelque chose d'utilisable. Et c'est assez limité par du gaming parce que si on met du 5800X ou du 5900X à l'intérieur, bah ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué à refroidir. Mais avoir un petit PC compact comme ça, je sais pas, il y a un charme qui opère sur moi et qui me donne envie de l'utiliser bien plus régulièrement que mon PC classique, qui est lui aussi assez compact de base parce que c'est un NR200. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça, c'est super mignon et j'ai envie de l'utiliser. C'est juste que c'est si peu commun d'avoir des formats comme ça sans passer par des Intel NUC ou un petit peu des formats propriétaires comme ça que le charme opère sur moi. Ça opérera pas sur tout le monde bien sûr parce que c'est pas pour tout le monde, mais chez moi ça marche très bien. Après, pour être tout à fait honnête, il est déjà en terrain conquis. Moi je suis déjà très fan des boîtiers petits formats et vous allez le voir dans les prochains mois. J'ai pas mal de contenu qui arrive par rapport à ça. Donc au final, si on est vraiment objectif, et ben ça, c'est pas un super PC. Mais c'est quelque chose qui change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Et en plus, ça peut être assez pratique si jamais vous allez beaucoup en LAN ou vous êtes souvent en déplacement entre deux appartements, maisons, etc. Et vous ne voulez pas de PC portable. Parce que vous l'avez vu en début de vidéo, avec ce PC et un petit sac, on peut faire rentrer pratiquement tout son setup. Et en plus, si vous avez les petits écrans qui s'alimentent via USB de 15 à 17 pouces, vous pouvez facilement le mettre dans le sac pour avoir vraiment un setup complet dans un sac. Et ça, je trouve ça totalement fou plutôt que d'avoir à trimballer son PC dans une valise et des choses comme ça. Donc bon, ne faites pas ce genre de petit PC si vous n'avez pas l'envie et l'utilité, mais c'est vraiment quelque chose qui se tente si vous aimez les tout petits formats et que vous voulez un PC tout mignon, tout petit, qui va faire poser des questions quand les gens viennent chez vous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la faire, tester et faire ce retour d'expérience sur ce tout petit PC et je pense que j'en ferai d'autres à l'avenir. À bientôt pour une prochaine, prenez soin de vous, ciao.